Il est 18 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce troisième webinaire consacré au cycle de l'eau organisé par Diagonal Conseil avec la participation exceptionnelle de Jean Lenay, président du Comité national de l'eau et du Partenariat français de l'eau. Nous avons donc le plaisir de réunir pour ce troisième webinaire du cycle de l'eau consacré à l'eau et l'agriculture des personnalités du monde à la fois de l'eau et du monde agricole. Donc, je vais commencer par citer Monsieur Luc Servant, qui est vice-président des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, Monsieur François Miteau, inspecteur général du Conseil général du développement durable et qui a écrit de nombreux rapports et qui est un grand expert, j'ai eu l'occasion de le découvrir dans la préparation de plein de sujets transversaux autour des évolutions climatiques et ce qui concerne évidemment en particulier les questions d'agriculture et de l'eau. Anthony Buja, qui est un dynamique chef d'entreprise, qui est une approche très citoyenne également de son développement économique. Et puis bien sûr, la participation exceptionnelle de Jean Lenay, encore une fois, avec qui nous avons le plaisir avec Dorothée Debos, ici présente, de travailler depuis plus d'un an et demi sur cette question passionnante autour de l'eau. Rappelez-vous, nous avions fait en novembre et décembre dernier 2 webinaires consacrés à l'eau et à la santé, où nous apercevons que c'est des sujets ô combien importants se parlent et devront se parler de plus en plus. Et nous avons consacré ce troisième webinaire à l'eau et à l'agriculture avec une posture volontairement à la fois optimiste et constructive, côtoyant en ce qui me concerne depuis beaucoup d'années le monde agricole sur les questions de protection sociale et de santé. Je sais que c'est un univers qui s'adapte depuis très longtemps, depuis des décennies, et qui continue à s'adapter. Et un de ses futurs enjeux, c'est l'adaptation au changement climatique, avec un des principaux marqueurs au changement climatique qui constitue l'eau. Voilà. Donc, Diagonal a l'occasion d'accompagner certains territoires, certaines grandes entreprises sur la question de l'eau. Et ce webinaire est l'occasion de faire s'exprimer, de partager avec vous, mesdames et messieurs, à la fois des constats et des perspectives, surtout des perspectives. Voilà. Donc, avant de donner la parole à Jean Lenay, quelques rappels. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Nous allons avoir d'abord un premier tour de table, après l'introduction de Jean Lenay, un premier tour de table où nos panélistes vont pouvoir s'exprimer pendant 4 à 5 minutes chacun. Ensuite, nous allons vous donner la parole par des questions-réponses. Je vous engage à envoyer des questions dans le chat ou autre, voire à vouloir prendre la parole. On peut envisager le fait que quelqu'un s'exprime visuellement, comme nous sommes une quarantaine, ce n'est pas très nombreux, donc on peut se le permettre. Et puis ensuite, après ces questions-réponses, nous redonnerons une deuxième fois la parole à nos panélistes pour un second tour de table. Et puis nous clôturerons ponctuellement cet échange à 19h30. Voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup à nos intervenants de grande qualité d'avoir mobilisé un petit peu de leur temps. Jean, je te laisse la parole pour ton introduction. Merci Franck, bonjour à toutes et à tous. Vous mettez au début de mon propos des guillemets pour l'instant et vous comprendrez l'explication. Écoute, tu vois bien que l'herbe ne pousse plus comme avant. Il y a 50 ans, de l'herbe, j'en avais jusqu'à la taille. Ça poussait même à la Toussaint. Qu'est-ce que tu racontes? L'herbe poussera toujours. Je t'assure, je vois moins d'eau dans mes sols. Je ne vois plus de trèfle blanc et regarde les pluies en juillet, on pompe déjà les cailloux. Crois-moi, les temps changent. Et alors, s'il n'y a pas assez d'herbe pour 20 vaches et plus, eh bien, il suffira de doubler le maïs et on les nourrira avec. On va leur montrer ce que c'est que des bêtes élevées naturellement. Là encore, tu auras besoin de plus d'eau. Le maïs, en plus des 20 vaches, ça en fait des mètres cubes. Eh bien, on pompera dans la rivière. Elle est bien à nous, la rivière. La rivière, oui, mais pas l'eau. Et fermez les guillemets. Cet échange est tiré du dernier roman de Serge Joncourt, se passe dans le Lot. Le titre est Nature humaine et il a eu le prix Femina en 2020. Ce passage, je viens de vous faire lecture, je trouve qu'il illustre bien le thème que nous avons choisi pour ce webinaire. En mars 2019, les ministres François de Rugy pour le ministère de l'écologie et Didier Guillaume pour l'agriculture ont demandé à leurs conseils généraux respectifs, en l'occurrence deux ministères multipliés par 3 rapporteurs, et merci à François Miteau qui était un de ceux-là pour le CGEDD, d'être avec nous ce soir, de travailler à une synthèse des rapports déjà produits sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou de l'adaptation au changement climatique.
et de leur poser sous forme de questionnement les sujets à approfondir. Mais François Miteau les confirmera. Comment se situe la France au niveau international sur les questions de ressources en eau, de mobilisation des ressources, la place de l'agriculture dans l'ensemble des usages de l'eau, quels impacts du changement climatique sont déjà constatés et prévisibles sur l'état des sols, l'eau et l'agriculture, quelles solutions pour rendre l'agriculture plus résiliente et plus économe en intrants et en eau, en quelque sorte travailler sur les leviers de l'agroécologie, quelle trajectoire pour l'agriculture d'ici 2050 et quelle adéquation ou pas entre les ressources par rapport aux besoins à cette échéance. Quelles ressources mobilisables? C'est la question des stockages, des transferts d'eau, de l'optimisation des ouvrages existants, de la reuse, dans le respect de l'environnement. Les aspects économiques et financiers de la mobilisation de l'eau en investissement en fonctionnement devaient être aussi traités. La préservation des périmètres irrigués et les protections du foncier équipé en irrigation, ainsi que l'intégration du changement climatique dans les réflexions et les planifications relatives à l'agriculture. Et en parallèle, des questions de savoir comment inscrire les besoins de l'agriculture dans les schémas d'urbanisme, les PLU ou les SCOT. Enfin, la mise en place des projets de territoire pour la gestion de l'eau et la mobilisation de nouveaux moyens de gouvernance et de médiation entre les acteurs. Ce vocable PTGE, projet de territoire pour la gestion de l'eau, s'inscrit maintenant dans nos réflexions, même si sa complexité nécessite des efforts de compréhension et d'écoute réciproques. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir aussi avec nous Luc Servant, vice-président de la PCA, co-rapporteur avec Madame Florence Denier-Pasquier de France Nature Environnement de la mission que l'État avait confiée au préfet Pierre-Étienne Biche. Ensemble, ils ont écrit ce que j'appellerais le discours de la méthode. Restera à l'appliquer sur le terrain, sans la dénaturer, cette méthode, au risque de déclencher des contentieux et d'empêcher la mise en place de solutions admises et partagées. Selon les données que j'ai pu collecter, l'agriculture française prélève annuellement environ 3 milliards de mètres cubes, représente 10% des prélèvements totaux et 26% des consommations totales. Les impacts sont surtout concentrés sur les 3 mois d'été. Les exploitations agricoles irrigantes représentent 6% de la surface agricole utile du territoire national et elles irriguent en moyenne 32,2% de leur surface agricole utile. Les principales cultures irriguées, ça n'étonnera personne, sont le maïs, grains et semences, 41% des surfaces irriguées, les autres céréales, 17%, les pommes de terre et les légumes frais, 11%. Dans le processus national des assises de l'eau auquel j'ai participé, première phase, je le rappelle, sur le petit cycle, premier semestre 2018, et deuxième phase, plus sur le grand cycle, premier semestre 2019, j'ai vérifié à l'occasion de la visite du groupe Even dans le Finistère que cette coopérative laitière, dans cette coopérative laitière, il y a une corrélation forte entre les résultats économiques, les rendements sont stables voire accrus, et les engagements écologiques, c'est-à-dire moins d'intrants et moins d'eau. Et également, les bilans carbone sont établis pour chaque exploitation. La seconde phase des assises de l'eau a donc abordé frontalement ces sujets des économies d'eau, du partage de l'eau et de la protection de la ressource en eau. Donc gestion quantitative et gestion qualitative, avec l'idée de donner du bénéfice à l'eau, de donner de la lisibilité à la politique agricole de la France en Europe et de renouer le lien entre agriculture et consommateurs. De mon point de vue, l'agriculture est à la fois victime, coupable et solution au changement climatique. La question de la gestion quantitative de l'eau doit nous interroger et déboucher sur un changement de pratique. Je signale en passant qu'un décret sur la gestion quantitative est en préparation et soumis à consultation en ce moment. C'est pourquoi je suis heureux de retrouver, donc, je le salue à nouveau, François Miteau, avec qui j'ai travaillé quand il était directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et aujourd'hui, donc, c'est à ce titre de co-rapporteur de ce travail commandé au CGAER et au CGEDD que je mentionnais au début de mon propos, qu'il intervient et que je l'en remercie. Pour ma part, je pense que l'agriculture doit s'adapter aux ressources mobilisables et non l'inverse. Il faut inciter les agriculteurs à s'engager dans des systèmes répondant à une gestion responsable de l'eau, rotation des cultures, moindre recours aux pesticides. Anthony Buja nous parlera des alternatives, diversification des cultures,
Je pense aussi que les projets de réserve d'eau doivent être pertinents d'un point de vue technique et de ne pas perturber l'équilibre du milieu naturel. Je pense aussi que la pratique de l'irrigation doit être intégrée dans une réflexion sur les systèmes de production, choix de l'espèce et de la variété cultivée adaptée au sol et aux conditions climatiques. Enfin, que les prélèvements doivent être ramenés à un niveau compatible avec le fonctionnement des écosystèmes et utiliser l'eau pour sécuriser les productions créatrices de richesses et d'emplois. Pour terminer cette introduction, je souhaite aussi donner à notre réflexion une dimension internationale, sociétale et planétaire, en me référant à une étude qui commence à dater un peu, novembre 2014, du World Resources Institute sur l'amélioration de la gestion des terres et de l'eau pour la création d'un avenir alimentaire durable. Le constat préalable de la dégradation des terres, des pressions liées à l'occupation des sols, du changement climatique amène à la situation difficile de nombreux agriculteurs dans les pays en développement. Nous extrapolerons au plan national tout à l'heure. Mais évidemment, les sujets qu'il aborde et sur lesquels je vais terminer concernent particulièrement ces pays des zones arides d'Afrique subsaharienne où l'épuisement des sols, les pénuries d'eau et le prix élevé des engrais contribuent aux faibles récoltes et donc à la pauvreté et à la famine. Et cette étude pointe encore ensuite 4 pratiques de gestion des terres et de l'eau, qualifiées de prometteuses et adaptées aux zones précitées. Au Malawi, l'agroforesterie. En Zambie, l'agriculture de conservation, combinaison de réduction du travail du sol, de rétention des résidus de culture ou de maintien des couvertures végétales. Au Burkina Faso, la collecte des eaux de pluie par des cuvettes de plantation, des cordons pierreux, des tranchées dans les pentes. En Afrique de l'Ouest, la gestion intégrée de la fertilité des sols, l'utilisation combinée de quantités judicieuses d'engrais minéraux et d'amendement des sols. Finalement, des solutions qui illustrent peut-être le concept un peu intellectualisé de solutions fondées sur la nature et dont nous devrions partout, et peut-être même chez nous, retrouver le chemin. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Jean pour cette introduction. Toi qui connais si bien ces univers et qui est aussi un passionné du monde agricole et qui a des responsabilités dans la truffe également, je crois. Oui, et d'ailleurs je défends l'idée que la truffe a besoin d'eau, non pas par irrigation, mais par arrosage. Voilà, donc c'est des subtilités à certains moments, limitées dans le temps. Quelques mois maintenant. Monsieur François Miteau, alors vous êtes inspecteur général, vous avez été également directeur de l'eau et de la biodiversité, vous avez exercé de nombreuses fonctions, mais je crois que vous êtes avant tout un passionné. C'est ce que j'ai découvert en préparant cet échange avec vous. Donc je vais vous laisser la parole pendant 5-6 minutes, voire un petit peu plus, pas beaucoup plus, je crois que vous pourriez nous exposer plein de choses passionnantes pendant 2 heures. Et ensuite, nous donnerons la parole à M. Luc Servant. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je veux juste faire une petite correction. J'ai été inspecteur général du Conseil général du CGEDD, comme l'a évoqué Jean Launay, mais depuis quelques mois, j'ai arrêté mon activité. Et en fait, ce que je vais faire, je vais vous restituer effectivement très rapidement une étude passionnante qu'on a menée pendant plus d'1 an avec 6 collègues, 3 de l'agriculture, 3 de l'environnement, chacun du Conseil général. Et en fait, l'idée, c'était de répondre à l'interrogation des 2 ministres, comme l'a dit Jean Launay, qui en fait, ont voulu se projeter en 2050. 2050, c'est à partir de cette date que les scénarios du GIEC commencent à diverger. Mais en gros, tout est à peu près cohérent. Enfin, comment dire, il n'y a pas trop de divergence jusqu'à 2050. Et l'idée des ministres, c'était de dire, voilà, quelle orientation faut-il donner à notre politique agricole pour pas faire de bêtises et faire en sorte que notre agriculture résiste le mieux possible à ce choc qu'est le changement climatique. Voilà, alors pour rien vous cacher, c'est vrai que les 2 conseils généraux de l'agriculture et de l'environnement sur ces sujets de l'eau ont rarement été en phase au cours des années passées. Et le défi que nous avons eu, c'était au sein de notre petite équipe, on a appris à se connaître et l'idée, c'était d'arriver à produire des choses partagées. Et je crois qu'on a à peu près réussi, même si on n'a pas été d'un côté ou de l'autre au bout de ce que nous pensions réellement, mais les retours que l'on a eus, c'était que notre travail finalement était assez équilibré et ouvrait des pistes qui pouvaient être intéressantes pour l'avenir. Voilà, donc c'est un travail qui est un petit peu ambitieux, prospectif, avec, je veux dire, on a interrogé
tous ces sujets que Jean Launay a évoqués. Voilà, en même temps, il faut qu'on soit modeste parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous échappent avec ce changement climatique. Et je pense que ce qui sera important, c'est que à la fois les ministères, les deux ministères, mais aussi les institutions réinterrogent, refassent de la prospective parce que voilà, on est face à une transition qui est très forte, très importante, qui va bousculer notre agriculture. Et en fait, il faut que toutes les forces vives qui travaillent dans l'agriculture se mobilisent pour que collectivement, on arrive à trouver les bonnes solutions. Voilà, donc ce rapport, en fait, vous pouvez le trouver sur Internet. Il est en ligne depuis un mois à peu près. L'autorisation de publication a été donnée en décembre et on a terminé notre bouclage de rapport en juillet. Donc, c'est des choses assez fraîches, si je puis dire. Voilà, en fait, au niveau de la méthode, comment on a fait ? On s'est intéressé à des thématiques transversales, répondre à des questions qui nous étaient posées sur quels sont les impacts constatés aujourd'hui du changement climatique et comment ça va évoluer dans les prochaines années. On a essayé de se documenter là-dessus, voir un petit peu comment rendre l'agriculture plus résiliente. Voilà, on avait un certain nombre de questions transversales qui a été la première façon de développer ce travail. Et puis surtout, ce qu'on s'est dit, il faut qu'on aille voir le terrain. Il faut qu'on aille voir des territoires qui représentent la diversité de l'agriculture française et qui regardent aussi la diversité des productions. Voilà, donc je ne vais pas vous citer tous les sites sur lesquels on a été. Il y en a eu 7. Par exemple, en Aveyron, on a été regarder l'élevage de moyenne montagne. Dans l'Hérault, on a été regarder la viticulture. Dans le Vaucluse, on a été regarder l'arboriculture. Voilà, donc on a fait un petit tour de France et en fait, à partir de tout ce matériau, eh bien, on s'est mis un petit peu au travail. On a essayé de décanter tout ça et on aboutit à 7 grandes recommandations que je vais vous lister de façon très synthétique et 23 sous-recommandations. Voilà. Donc, en fait, peut-être avant de lister les différentes les points de recommandation qu'on a évoqués, d'abord vous dire que vous dire quelques constats qu'on a tirés de ces visites sur le terrain qui étaient extrêmement intéressantes. Donc, sur le terrain, on passait à peu près une semaine à chaque fois. On récoltait pas mal de documentation. On rencontrait les institutionnels, les responsables de l'agriculture, les socio-économiques. Et on avait demandé aussi à chaque fois de rencontrer des gens qui sont un petit peu à l'écart du système, des gens qui sont dans l'innovation, même si c'est marginal, ça nous intéressait beaucoup. Et effectivement, on a collecté on a pu voir beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes et très pertinentes par rapport à l'enjeu du changement climatique. Alors, d'une façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que depuis maintenant un certain temps et au vu des sécheresses qui se sont succédées, je pense que le changement, il n'y a plus de déni par rapport au changement climatique, ce qui est quand même, enfin, c'était pas vrai il y a quelque temps. Aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il y a un changement climatique. Personne ne le mesure très précisément comment ça va évoluer, mais il y a une prise de conscience du monde agricole, c'est indéniable. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une grande diversité de situations qui manifestement appellent des stratégies et des réponses différentes. Ça, c'est aussi une caractéristique de ce qu'on a pu voir sur le terrain. Alors, en permanence, on nous a toujours parlé du renforcement de la ressource en eau. En gros, il faut pouvoir mobiliser plus d'eau pour l'agriculture. Ça, c'est un leitmotiv quasiment permanent dans le monde agricole. Et la question de l'irrigation nous a été posée de façon systématique. En même temps, ce qu'on voit, c'est que les réserves, la ressource en eau, elles sont déjà sous tension et les milieux aquatiques associés sont en général aussi fragilisés. Donc, en fait, voilà, on ne va pas pouvoir satisfaire à la fois toute la demande en eau et en même temps respecter les écosystèmes aquatiques. Les évolutions, parce qu'à chaque fois, on posait la question aux acteurs, comment vous voyez les choses et comment vous imaginez votre adaptation, l'adaptation de l'agriculture de votre territoire au changement climatique. Là, en fait, j'allais dire, les réponses institutionnelles, à la fois du monde économique, du monde agricole, des institutions, on va dire au sens large, étaient plutôt décevantes. On a été déçus par les réponses en disant
finalement, ce qu'attendent les gens, c'est avoir des solutions avec de l'eau pour ne rien changer du reste. Hein. Et je caricature un petit peu, mais c'était un petit peu le type de réponse qu'on a eu à beaucoup d'endroits. Donc, en mettant beaucoup la pression sur l'eau, sous-entendu, ça va nous permettre de continuer comme avant. Bon, ça, bon, là-dessus, on a été, j'allais dire, on est resté sur notre faim. Par contre, on a rencontré des agriculteurs innovants, un peu marginaux, mais qui se rattachent à aucune chapelle, si je puis dire. C'est des gens pragmatiques et notamment qui nous ont montré des systèmes qu'on a qualifiés de conservation des sols et qui amènent des changements importants, intéressants, qui prennent du temps. Et ça a été une très bonne découverte qu'on a pu voir dans tous les territoires. Donc, il y a une capacité d'initiative qui est indéniable, qui n'a pas encore forcément, qui ne s'est pas forcément disséminée partout, mais c'est des gens qui s'organisent, qui ont beaucoup de méfiance vis-à-vis du développement agricole, vis-à-vis de la recherche notamment, et qui fonctionnent avec les réseaux sociaux, voilà, de tous les âges, qui viennent qui ont un parcours assez divers. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'ils nous ont raconté qui résonnent bien. Voilà. Alors, à partir de tout ça, on a formulé quelques recommandations. Je vais vous les lister rapidement. Mais avant de les lister, je vais juste vous lire un principe général qui a été adopté par la mission et qu'on a mis dans notre rapport. C'est que la mission considère que la réponse au changement climatique, je vous lis ce principe général, nécessite un changement de modèle agricole en profondeur, plus économe en eau et protecteur des sols. Je reviendrai là-dessus. Et ce principe très général ajoute, partout cela où est possible, la mission est favorable au renforcement de la ressource en eau dans le respect du renouvellement de la ressource et du bon état des milieux. Voilà, c'est une espèce de pensum général. Et voilà, je vous liste très rapidement les sept recommandations principales que l'on a mis dans notre rapport. La première, c'est il faut accélérer la transformation de l'agriculture pour faire face au changement climatique. Et cette transformation, elle doit s'appuyer sur les principes de l'agroécologie. C'est-à-dire que, voilà, on peut dire que les principes de l'agroécologie qui sont que différents ministres ont prônés depuis des années, il n'y a pas de remise en cause de cette approche-là. Parce que l'agroécologie reste une base tout à fait pertinente pour s'adapter au changement climatique. Par contre, ça doit prendre on a évoqué le fait qu'il fallait travailler sur des paniers de solutions, qu'il faut définir territoire par territoire. Il n'y aura pas une réponse unique, uniforme, mais un panier de solutions qui fait appel à la culture du sol, aux infrastructures écologiques, au changement de pratique, à la génétique, et puis là où c'est possible, au renforcement de la ressource en eau. Et en fait, voilà, il faut se mettre au travail territoire par territoire à plus petite échelle. Ça suppose aussi que les filières en place réfléchissent à leur diversification, ce qui est indispensable, et que la PAC qui est en train d'être renouvelée, qui va redémarrer sur un nouveau cycle en 2023, il faut absolument que la PAC facilite cette transformation parce que ça prend du temps, notamment lorsqu'on va changer le mode de production en travaillant différemment le sol, je reviendrai là-dessus, eh bien, ça prend du temps. Il faut des années avant de pouvoir stabiliser le nouveau système. La deuxième recommandation, elle tourne autour du sol. Ça, on a affaire à un paramètre énorme. On peut dire que pendant plusieurs décennies, je caricature un petit peu, on a modernisé l'agriculture sans tenir compte. On a considéré que le sol, c'était un support et on donnait aux plantes tout ce qu'elles avaient besoin, des intrants en tout genre, des produits de traitement phytosanitaire, etc. Et on ignorait le sol, qui est un milieu vivant, qui est un écosystème en tant que tel. Et en fait, on s'aperçoit qu'en boostant le sol, en permettant à ce sol de retrouver toutes ses fonctions, eh bien, on a beaucoup de co-bénéfices à la fois économiques, écologiques, de tout genre. Le sol, c'est d'abord la première infrastructure naturelle de stockage de l'eau. Et en fait, lorsque on nourrit bien le sol avec de la matière organique, eh bien, on va augmenter cette capacité de stockage. Alors, on n'a pas beaucoup d'études à se mettre sous la main. C'est des choses qui ont été encore très peu étudiées. Il y a un programme de l'INRA qui s'appelle Bagage, qui est en cours et qui devrait nous donner des références, alors que ça va varier aussi suivant les territoires. Tout ça, ce sont des mécanismes complexes, mais indéniablement, miser sur le sol, on ne fait pas fausse route.
On fait pas fausse route et il y a plein de co-bénéfices. D'abord, en plus de ce stockage naturel de l'eau, on peut permettre au sol de stocker davantage de carbone, et donc participer à l'amélioration du bilan carbone de notre pays. Et puis, l'amélioration de la structure du sol, c'est aussi améliorer la capacité d'infiltration de l'eau. Donc, par rapport aux à-coups climatiques qui nous attendent, eh bien, on va éviter du ruissellement, on va faciliter le remplissage des nappes, parce que ça, c'est un vrai sujet d'intérêt collectif. Le remplissage des nappes risque de se faire moins bien avec le changement climatique que par le passé. Donc, travailler le sol, lui donner une fonction d'éponge beaucoup plus forte, c'est du gagnant-gagnant sur tous les côtés. Et j'allais dire, les premiers gagnants sont les agriculteurs. Tous ceux qu'on a rencontrés qui étaient dans l'agriculture de conservation des sols, eh bien, nous ont dit on ne reviendra pas en arrière, parce que économiquement, c'est très intéressant. D'abord, on travaille beaucoup moins le sol. Au lieu de faire 6-7 passages, on n'en fait plus que 2 ou 3. Et en fait, on a beaucoup moins de travail. Moins d'intrants et même moins de produits phytosanitaires, puisqu'il y a une étude qui montre que finalement, lorsque le sol est en très bonne santé, les végétaux qui sont dessus subissent beaucoup moins d'agressions parasitaires. Voilà, donc un très gros sujet. Je décline pas toutes les propositions que l'on a développées autour de cette question de sol. Ça va de mettre les sols sous la sauvegarde de la nation, en passant par la promotion de l'agriculture de conservation des sols. Tout ça, on pourra y revenir tout à l'heure. La troisième proposition, c'est de mettre en place ce qu'on appelait une irrigation de résilience. Une irrigation de résilience, alors on a essayé de la définir, c'est une irrigation un peu, d'abord économe en eau, qui vise à ne pas utiliser l'eau comme un paramètre de production maximale, mais un paramètre de sécurité. Et ça, voilà, ça suppose que on reconçoive un petit peu l'irrigation pour que l'eau, qui va être beaucoup plus rare, on puisse optimiser l'usage de l'eau pour sécuriser sans forcément maximiser. Alors, on a essayé de voir aussi en quatrième recommandation. La quatrième recommandation, c'est mettre en place les conditions d'un renforcement acceptable de la ressource en eau. C'est en gros voir comment on pourrait demain consacrer un petit peu plus d'eau pour l'agriculture qu'on ne le fait aujourd'hui. Jean Launay évoquait à juste titre les 7% de la SAU française qui est irriguée. Voilà, donc on peut avoir des marges de manœuvre ici ou là. Ça doit se faire dans le respect des écosystèmes. Donc, il faut que tout ça soit regardé au cas par cas au niveau territorial. Mais on a la possibilité ici ou là de renforcer cette ressource pour l'agriculture. Et puis, moi, je crois qu'il y a aussi de la ressource qu'on peut développer qui n'aura quasiment aucun impact écologique. C'est la réutilisation des eaux usées. Il y a beaucoup, alors au niveau international, on voit que c'est une idée qui se développe énormément. Je pense à Israël notamment, qui a énormément misé là-dessus. Et tout ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même une piste qui est extrêmement intéressante, qui, lorsqu'on est situé, à proximité, disons à une distance assez proche du littoral, eh bien, tous les prélèvements d'eau usée n'ont aucun impact sur les écosystèmes. Parce que c'est vrai qu'ailleurs, les eaux usées peuvent venir faire du soutien d'étiage ici ou là. Et donc là, effectivement, ça peut se discuter. Mais il y a beaucoup d'endroits où la fonction de soutien d'étiage est peu pertinente. Donc, en fait, voilà, là, on a affaire à une ressource extrêmement intéressante. Mais derrière, c'est vrai que ça peut supposer de revoir l'aménagement agricole. Pourquoi pas refaire des ceintures vertes autour des zones urbaines qui elles-mêmes vont subir des pics de chaleur, et donc on voit que les périmètres irrigués amènent de la fraîcheur, et donc on a des choses extrêmement intéressantes à réfléchir dans le cas des SCOT et des PLU, PLUI, où en fait dans la pratique l'agriculture absolument pas n'est pas un sujet de réflexion, ou très peu. Voilà, donc voilà des pistes. Alors il y en a d'autres par rapport à la recharge des nappes. C'est vrai que la recharge des nappes, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Alors, ça peut être de la recharge naturelle. On peut mettre en place des infrastructures écologiques. On peut mettre, pourquoi pas, de la petite hydraulique douce qui va venir faciliter au moment où on a des grands coups d'eau, faciliter, renforcer la recharge, avec des petits aménagements. Voilà, tout ça, ça suppose aussi de mobiliser
la connaissance, pourquoi pas la connaissance empirique des acteurs, des gens de terrain qui connaissent bien et qui peuvent participer à la construction de références pour améliorer l'hydrologie. Hein, voilà. Donc, on a tout un paquet de propositions autour de ce renforcement acceptable de leurs ressources en eau. Et puis, bien évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, la cinquième proposition, c'est dynamiser la gouvernance territoriale de l'eau. Alors, Jean Launay évoquait tout à l'heure les PTGE. On pense que les PTGE, c'est quelque chose c'est une très bonne initiative. Voilà, alors c'est aussi critiqué, mais il faut rester dans cette approche territoriale de l'équilibre entre, enfin, comment dire, l'usage de l'eau, qui est un bien commun, doit aussi se discuter au niveau territorial. Les PTGE, ce qu'on a proposé, c'est de renforcer le côté contractuel. Hein, il y a eu des initiatives qui visent à ce qu'il y ait des engagements beaucoup plus forts que ce qu'il y a aujourd'hui dans les PTGE et que on soit dans le champ du contrat. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a proposé. Et tout ça, ce changement d'approche qui part du sol, de l'eau, etc., pour notre agriculture, eh bien, il faut qu'on modifie aussi les rapports entre les agriculteurs, les structures de développement, la recherche, les filières. En fait, ce qu'on a vu, c'est que les agriculteurs innovants qui s'intéressent à leur sol, qui reviennent aux pratiques de l'agronomie, et c'est vrai que moi j'ai une formation d'agronome, c'est vrai que ça fait énormément plaisir de voir qu'on revient aux fondamentaux et que finalement on remet le sol au centre du jeu, si je puis dire. Et en fait, ce que nous disent ces agriculteurs innovants, c'est de dire, mais voilà, on aimerait être davantage producteur de référence et s'associer à la recherche. C'est-à-dire que la recherche et le développement, ils sont davantage des prescripteurs, mais souvent, ce qu'on leur raconte, nous, ce qu'on observe dans nos champs, ils ne l'intègrent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas dans leur logiciel. Voilà, donc en fait, cette coproduction de référence est très attendue. Et je termine par le dernier point de nos recommandations, c'est comment dire, que le ministère de l'écologie et celui de l'agriculture ne parlent que d'une seule voix. Parce qu'aujourd'hui, ça perturbe beaucoup les acteurs de voir l'écologie qui tient, je parle au niveau gouvernemental, l'écologie qui prend des positions et l'agriculture qui en prend d'autres, alors que notre mission a montré qu'il était possible, en s'écoutant et en prenant en compte, voilà, en recherchant l'intérêt général, de trouver des positions consensuelles. Et pourtant, voilà, nous, au départ, dans notre équipe, on n'était pas du tout, il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels on n'était pas du tout d'accord. Et ça va être important que les acteurs voient bien qu'au niveau ministériel, il y ait des positions partagées, il y a des lignes directrices partagées. Et ça, c'est très important. Sinon, ça va être très compliqué de pouvoir développer les politiques sur le terrain. Voilà. Voilà pour un premier. Je suis désolé, j'étais un petit peu long, Monsieur de Rouen. Monsieur Mito, parfait. Vous avez abordé donc 7 points sur lesquels que j'ai bien noté personnellement. On va laisser la parole maintenant à Luc Servant. Alors, Luc Servant il intervient en tant que vice-président des assemblées permanentes des chambres d'agriculture. Mais Monsieur Servant, vous êtes avant tout un exploitant agricole en Charente-Maritime. Vous avez une formation d'ingénieur à l'école de Rennes, je crois, donc très belle formation. Vous avez fait le choix d'être un exploitant. Vous occupez des fonctions au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Donc, à l'occasion de notre échange préparatoire, je sais que vous avez, comme beaucoup de monde, d'acteurs du monde agricole, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'interrogations sur l'avenir et de volonté d'avancer. Alors, je vais vous laisser vous exprimer. Évidemment, quelques questions au regard des propos de ce Mito à l'instant, sur la conservation des sols, sur l'irrigation résiliente, sur le reuse. Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Le ou la reuse, je ne sais pas, c'est un peu comme la Covid. Est-ce masculin ou féminin, cette histoire? En tout cas, voilà, je vous laisse la parole et on aura l'occasion, je suppose, puis aussi de partager avec M. Mito. Et après, je laisserai la parole à Anthony Buja, dirigeant de Axioma. Voilà, M. Servant, vous avez la parole. Oui, merci et bonsoir à tous. Alors, merci pour la présentation. Effectivement, je suis installé agriculteur depuis 30 ans en Charente-Maritime, en grande culture. On vous entend assez mal, Monsieur Servant. Par rapport à tout à l'heure, le son était parfait. Voilà. Alors, vous entendez mieux? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon là, cette fois-ci. Voilà, oui. Donc,
Oui, effectivement, merci pour la présentation. Et je me suis installé comme agriculteur il y a un peu plus de 30 ans en Charente-Maritime. Et je me suis installé avec de l'irrigation. Et j'aurais presque envie de dire c'était pratiquement une exigence par rapport à mon projet d'installation, puisque j'avais vu déjà très tôt ce que peut apporter l'irrigation en agriculture. Alors, on va y revenir, hein, pourquoi je dis ça, mais dans un secteur de petites terres et dans un secteur assez séchant, hein, j'ai très vite vu la différence entre une agriculture irriguée et une agriculture qui ne l'était pas, et des perspectives qui se sont en plus largement amplifiées depuis avec la prise en compte et maintenant plutôt l'apparition du changement climatique. Alors c'est que l'agriculture, nous, d'une part, on subit le changement climatique, on va dire, de plein fouet depuis maintenant quelques ans, depuis 20 ans à peu près, puisqu'on est très souvent les premiers concernés par les sécheresses à répétition et par la hausse des températures. Et donc, on doit s'y adapter, mais il y a différentes façons peut-être de s'y adapter. Et en même temps, l'agriculture va sans doute être une des solutions à l'atténuation au changement climatique, et ça a été abordé par rapport à la question du carbone, du stockage du carbone dans les sols, et ça peut faire justement le lien par rapport au sujet de l'eau. Et le constat qu'on voit depuis quelques années, c'est que à la fois, il y a de moins en moins de ressources l'été, au moment où il en faudrait plus peut-être pour l'agriculture, du fait de ce changement climatique. Et en même temps, l'agriculture aurait peut-être besoin de plus en plus d'eau, parce qu'il faut aussi produire et continuer à produire. Et on demande beaucoup à l'agriculture, à la fois à produire des biens alimentaires, mais aussi d'autres biens au niveau de ressources pour remplacer le carbone, de reproduire aussi de la matière végétale pour stocker du carbone. Enfin, donc, beaucoup de défis qui se présentent à l'agriculture. Et dans les faits, quand on parle de changement climatique, hein, moi, j'avais vu il y a quelques années les chiffres qui sortent de Météo France pour mon territoire en Poitou-Charentes. Euh, on avait jusque dans les années 1990 hein, une ETP, donc une évapotranspiration, ou une demande climatique, qui était de l'ordre de 650 mm par an pour un niveau de pluie qui était entre 750 et 800 mm. Donc, on avait à cette époque-là plus de pluie que de demandes climatiques. Et donc, on pouvait dire qu'en moyenne, il reste un peu d'eau pour le milieu tous les ans qui repart par les nappes ou vers la mer, tout au bout du compte. À partir de la fin du XXe siècle, hein, et on voit une rupture assez brutale à partir de 1990, on a une ETP qui passe à 800 mm et une pluie qui reste toujours autour des 750-800. Et donc, ça veut dire que sur des territoires comme ça, il pleut moins que la demande climatique. Et donc, tout ça se concentre en plus sur l'été et donc un impact fort pour l'agriculture. Et donc, des impacts dans les exploitations agricoles, parce que les exploitations sont de plus en plus sujettes à ces sécheresses, à ces baisses de production. Et donc, on se dit que l'irrigation peut quand même être une des solutions. Et ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que ce phénomène s'amplifie et remonte dans des territoires qui ne l'avaient pas jusque-là. Et on voit que moi, je suis de Nouvelle-Aquitaine, le Limousin, qui était plutôt un secteur quand même très largement, enfin, assez épargné, on va dire, par les sécheresses, depuis quelques années, a des grosses sécheresses et a des difficultés pour produire l'ensemble du fourrage qui est nécessaire pour l'élevage. Et tout ça remonte de plus en plus hein, vers le nord-est. On voit les secteurs du nord-est de la France qui sont de plus en plus touchés par les sécheresses. Alors que, paradoxalement, on pourrait dire que le sud-est de la France, qui subit aussi ce changement climatique avec des fortes hausses de température, nous dit aujourd'hui, nous, on est moins impacté parce que l'irrigation, on la maîtrise depuis très longtemps. On a stocké de l'eau dans les Alpes, dans les barrages, qui est réalimentée par la Durance ou par d'autres rivières ou par le Rhône. Et donc, finalement, nous, on s'est adapté il y a très longtemps et on peut poursuivre aujourd'hui notre diversification de production et maintenir nos productions. Alors, la question se pose quand même de la rareté, peut-être avec un cycle de la fonte des neiges qui aujourd'hui est différent et peut-être une ressource qui peut être de plus en plus rare en été. Mais en tout cas, une solution qui, jusqu'à là, est un peu mieux maîtrisée. Alors, face à ça, et ce qui a été dit, comment est-ce que l'agriculture, aujourd'hui, on compte, enfin, comment on s'organise, on va dire, où on prépare ces changements qui pourraient s'amplifier. Alors, je rappellerai quand même d'une part qu'effectivement, l'irrigation, ça a été dit, 6% des surfaces, ça veut dire qu'il y a plus de 90% aujourd'hui des surfaces agricoles qui sont sous des formes d'agriculture pluviale, et donc qui, elles, ces surfaces subissent le changement climatique et donc doivent s'organiser. Et donc, il y a sur ces terres-là tout un travail à faire pour amener une plus grande résilience de ces sols et de ces terres par rapport à ce changement. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus sur des pratiques différentes, des modes de production différents, et ça a été dit, d'autres cultures moins sensibles.
Sur le travail du sol, effectivement, faire en sorte qu'on assèche moins le sol, moins travailler le sol, travailler sur la matière organique. Et là, je rejoins tous les propos qui ont été dits, avec le double enjeu, on va dire, de remettre de la matière organique dans les sols pour améliorer la réserve utile de l'eau, mais aussi de remettre du carbone dans le sol pour restocker du carbone. Et donc là, ce qui est aussi un des rôles, je pense, à l'agriculture, pour l'agriculture à l'avenir. Donc, on doit travailler sur cette partie-là. Et là, il faut qu'on accompagne les agriculteurs. C'est que les choses vont très vite. Alors, on a tout un travail qui se fait sur les variétés. Quand on parle de culture annuelle, on peut là parfois peut-être aller assez vite dans les changements de production. Mais est-ce que derrière, il y a les filières qui sont adaptées? Ça, c'est aussi des questions. Est-ce que les organismes économiques sont adaptés? Donc là, on ne l'a pas toujours. Mais quand on parle par contre de culture pluriannuelle ou de culture pérenne, là, on voit qu'on a un pas de temps pour lequel on va être pris de court. Quand on parle des vignes, de l'arboriculture, avec le changement climatique et les sécheresses à répétition, se pose aujourd'hui la question, est-ce qu'on peut maintenir des pommes dans le Limousin ou des pommiers? Moi, je suis dans le secteur du Cognac ou du Bordeaux, du vin de Bordeaux. Est-ce que les espèces cultivées aujourd'hui sur les vignes, qui sont pourtant en place depuis 50 ans et plus, seront bien adaptées à l'évolution climatique? Ça, c'est une question. Mais par contre, pour remettre une nouvelle espèce de vigne en place et pour l'implanter sur le territoire, on sait qu'il y en a pour très longtemps. Il y en a là, on parle plus en dizaines d'années qu'en années. Et donc, tout ce travail va être très long. Et après, sur les exploitations qui ont de l'irrigation aujourd'hui ou qui pourraient y prétendre, par rapport à l'ensemble des arguments qui ont été avancés, je crois que l'idée aujourd'hui sur ces exploitations, c'est plutôt de voir comment on peut rendre l'utilisation de l'eau la plus efficiente possible. Alors, on parle d'économie, on entend souvent parler, il faut faire des économies d'eau. Effectivement, il faut en faire. Il n'est pas question de gaspiller de l'eau d'une ressource qui devient de plus en plus rare. Par contre, si on se dit qu'on a quand même besoin de l'eau en agriculture et qu'on en aura peut-être de plus en plus besoin, la première, je pense, des conditions, c'est d'avoir une utilisation tout à fait efficiente de l'eau et de dire qu'une goutte d'eau, un mètre cube d'eau utilisé en agriculture doit être complètement utilisé à des fins de production agricole, de production alimentaire, de production de carbone pour stocker. Et donc, il y a tout un travail à faire. Et là, c'est ce qu'on fait au niveau des chambres d'agriculture, quand on accompagne les agriculteurs avec des outils d'aide à la décision, des conduites de l'irrigation, de la gestion de l'eau, pour vraiment utiliser au mieux l'eau qui est disponible. Et ensuite, sur ces exploitations qui peuvent bénéficier de l'eau, c'est aussi voir quel mode de production on met en place, quel type de production, quel type de culture. Et là, on voit qu'il y a aussi un intérêt quand même fort de l'irrigation, puisque dans les secteurs plus séchants, ça permet quand même de ramener une diversification des cultures, une multitude de cultures que l'on n'a pas sur d'autres secteurs. Et moi, je vois très bien ce qui se passe dans les zones où il y a plutôt des baisses d'irrigation, parce que je rappelle quand même que depuis 20 ans, on utilise aujourd'hui 30% de moins d'eau pour l'agriculture qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a de moins en moins de ressources et parce qu'il y a des contraintes qui sont mises sur la ressource, mais aussi parce que l'agriculture a évolué dans la gestion de l'eau et dans l'utilisation de l'eau. Mais dans des secteurs où les contraintes sont plus fortes et qu'on réduit le volume qui est autorisé, on voit quand même des exploitations qui simplifient leur système, qui vont plutôt vers 2 ou 3 cultures, vers des agrandissements d'exploitation. Et là, je trouve qu'on ne va pas dans le sens de ce qui est demandé, alors que dans d'autres secteurs, et je cite souvent l'exemple de la Vendée que François Miteau connaît bien, avec la mise en place qu'il y a eu sur ces territoires de stockage de l'eau. Aujourd'hui, ils ont à peu près terminé leur stockage de l'eau et donc ils ont une gestion de l'eau qu'ils arrivent à maîtriser au mieux, on va dire. Et le constat qui est fait aujourd'hui avec quelques années de retour, c'est que les exploitations qui ont accès à l'eau installent de plus en plus ou sont reprises de plus en plus. Il y a une diversification des productions avec aujourd'hui l'installation de filières de légumes de plein champ et derrière des filières agroalimentaires qui s'installent. Et comme ils le disent même, il y a plus de conversion en agriculture biologique sur ces territoires, parce que le facteur eau, qui est quand même un des premiers facteurs limitants en agriculture, est quand même maîtrisé. Et moi, ce que je vois autour de chez moi aussi, c'est on va vers des secteurs, dont je le disais, où on simplifie les systèmes, et sur d'autres secteurs. Moi, sur mon exploitation, et je fais avec de l'irrigation, et comme je l'avais dit, c'était pour moi aussi une condition peut-être pour l'installation. Je fais aujourd'hui une dizaine de cultures, et encore, je n'ai pas autour de chez moi de filière de légumes de plein champ, mais une dizaine de cultures en grande culture, ce qu'on appelle grande culture. Quand mes collègues qui n'ont pas d'irrigation sont limités à 3 cultures, au mieux 4 quand il pleut un peu à l'automne pour faire du
colza, mais il y a vraiment une simplification des systèmes. Et donc, on voudrait quand même plutôt arriver à inverser cette tendance. Et donc, la question après, ou la dernière question qui a déjà été abordée, c'est comment est-ce qu'on peut effectivement apporter une certaine garantie ou une certaine sécurité de la ressource en eau pour l'agriculture, et en même temps répondre aux demandes qui sont faites et qui sont fortes, hein, et qui sont tout à fait normales, d'assurer aussi un bon état du milieu. Et donc, tout le débat que l'on a depuis 20 ou 30 ans autour de l'irrigation, c'est qu'il y a eu un développement de l'irrigation, mais on le reconnaît aujourd'hui, qui s'est fait à une période où c'était peut-être mis un peu comme une des priorités, mais en tout cas où la protection du milieu était moins mise en avant. Et aujourd'hui, on nous dit, tout ça peut se faire, mais ça a aussi été dit dans les interventions précédentes, à la condition que le milieu soit préservé. La réflexion qu'on a au niveau du monde agricole, et je pense assez largement participé, en participant, ça a été dit, à la mission du préfet Biche, c'est de voir comment est-ce qu'on peut organiser à la fois la gouvernance de la ressource en eau et derrière les actions à mettre en œuvre autour de la ressource en eau pour arriver à satisfaire l'ensemble des besoins. Et donc, l'idée du PTGE, que moi j'ai effectivement partagé au sein de la mission Biche avec FNE, France Nature Environnement. Et là, je rejoins ce que disait François Miteau dans une de ses recommandations. Comment arriver à mettre tout le monde autour de la table, à trouver des consensus. Moi, je peux vous dire, ça fait 2-3 ans que je travaille avec FNE, France Nature Environnement, et on arrive à partager des objectifs et derrière, après, à faire des propositions. Alors, le choix n'est pas de notre sort, après, c'est du choix politique, c'est le choix des ministères. Mais en tout cas, on se met d'accord sur des objectifs et on voit ce qui peut être atteint. Et je pense que au travers du PTGE, du projet de territoire de la gestion de l'eau, je pense qu'on arrive à trouver un consensus en disant qu'il faut savoir pour quel mode d'agriculture et pourquoi finalement on veut de l'eau sur un territoire ou utiliser de l'eau, les contraintes ou les conditions qui sont mises en œuvre de protection du milieu, d'assurer de l'eau dans les milieux l'été, mais aussi de voir quelle eau on peut libérer pour l'agriculture, de se dire que finalement l'eau pour l'agriculture c'est assez peu sur beaucoup de territoires de l'eau disponible sur un cycle, on va dire sur un cycle annuel. Beaucoup de territoires, l'eau c'est 1-2% de la pluie qui tombe. L'eau qui va être utilisée pour l'agriculture, donc c'est peut-être pas grand-chose. Et donc, comment elle s'organise? On s'organise pour la stocker l'hiver ou en faire du transfert dans certaines régions. Et donc, cette idée de projet de territoire qui est même allée un peu plus loin dans les textes qui ont suivi et dans le décret, dans le projet de décret en tout cas qui est en consultation actuellement, c'est de dire que la question de l'eau, ce n'est pas uniquement pour l'agriculture, c'est aussi pour l'ensemble des besoins. Et donc, il y a l'eau potable, il y a l'eau industrielle, il y a pour les milieux, évidemment, il y a pour le tourisme, il y a pour l'ostréiculture. Il faut mettre l'ensemble des besoins autour de la table et donc voir où est-ce qu'on peut aller chercher cette eau et quand est-ce qu'elle est disponible pour les milieux. Donc, cette partie-là, nous, on veut vraiment pouvoir l'approfondir. Ce qui est aussi important pour nous, le monde agricole, c'est de savoir quelle est l'eau disponible pour un cycle agricole. Et ça, je crois que c'est important aujourd'hui. Il faut qu'on ait de la lisibilité sur nos exploitations agricoles, qu'on puisse avoir accès à l'eau ou pas. Ça, c'est déjà effectivement un premier principe. Et après, le deuxième point qui est important, c'est quelle eau on a disponible sur un cycle agricole. Et dans la gestion que l'on fait aujourd'hui, en gérant l'eau au cours de l'année, au cours de l'été, avec des seuils, des restrictions en cours d'année qui s'amplifient. Et donc, si on a une sécheresse, on va réduire l'eau pour l'agriculture. Donc, c'est un double effet. Pour nous, agriculteurs, c'est très compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas quel type d'assolement on peut mettre en place et sur quoi on va mettre l'eau. Alors que l'idée d'un volume sécurisé, quand on parle de ressources sécurisées, ça ne veut pas dire que c'est une ressource maximum sécurisée tous les ans et qu'on veut utiliser toute l'eau possible. C'est de dire qu'on est en début de cycle agricole, un volume d'eau qui est sécurisé. Et donc, quand on peut le stocker, même si on le reconnaît, certains hivers, on ne pourra pas stocker toute l'eau que l'on voudrait bien, mais quand on a un certain volume en mois de février ou mars, on peut derrière organiser nos assolements par rapport à cette eau disponible et voir sur quelle culture on va la mettre en priorité. Donc ça, je crois que c'est un point important. Cette ressource sécurisée. Et dernier point, je pense, oui, par rapport à ce que je voulais dire, c'est que comment est-ce qu'on accompagne aussi les exploitations agricoles, ça a été dit, comment on accompagne les agriculteurs vers le changement, vers la transition et vers la prise en compte à la fois du changement climatique, mais la transition par rapport à aussi d'autres enjeux de protection de la ressource. Il a été fait état d'agriculteurs qui se lançaient dedans, qui expérimentaient, qui innovaient. Ce qu'on constate aujourd'hui au niveau des chambres d'agriculture, c'est qu'il y en a qui sont prêts à prendre ce risque.
Mais la question pour la grande majorité, on va dire, des exploitants, c'est comment est-ce qu'on accompagne la prise de risque dans ces changements. Et aujourd'hui, on essaie, nous, de mettre en place, d'appuyer une mesure pour accompagner la prise de risque par l'exploitant, parce qu'on voit très bien que quand un agriculteur modifie ses méthodes, et c'est de manière assez profonde parfois, dont les bénéfices sont quand même très longs, ça a été dit, quand on se met en zéro travail du sol, il faut des années avant d'avoir un sol équilibré. Il y a un risque fort pris par l'agriculteur. Il faut qu'on puisse accompagner ce risque. Et là, je pense qu'on ouvrira la porte peut-être à beaucoup d'expérience ou à beaucoup d'engagement de la part des collègues. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps, hein, pour aborder quelques éléments, mais après, on va, je pense, échanger ou répondre à des questions pour approfondir tout ça. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Anthony Bujat. Alors, Anthony, vous êtes le patron de Axioma France, que vous avez créé, je crois, en novembre 2012, après avoir passé quelques années dans des grands groupes. Vous êtes aussi quelqu'un de passionné, vous êtes installé en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, et Axioma est spécialisé dans l'innovation, dans la biodiversité, enfin l'agrotech, en fait. Donc, vous employez, vous êtes un employeur qui recrute. Il n'y a pas très longtemps, vous avez créé une usine, je crois, à Brive-la-Gaillarde. Donc, vous êtes en plein dans ces innovations de demain, du monde agricole, et la question de l'eau, tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs, que nous avons beaucoup évoqués principalement. Je vous laisse la parole. Et puis ensuite, effectivement, n'hésitez pas, après l'intervention d'Anthony Bujat, à envoyer vos questions par le chat, et voire à lever la main si vous souhaitiez intervenir vocalement. Voilà. Anthony, à vous. Ok, merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bon, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, et c'est vrai que le volet innovation, je pense, peut vraiment apporter un petit peu sa pierre au sujet. L'innovation, ça ne veut pas dire en fait qu'on va souhaiter disrupter le monde agricole. L'idée, c'est surtout de l'aider et de l'accompagner. Moi, c'est vrai que je suis tombé dans ce milieu qui m'a très vite passionné. On l'a dit, c'était en 2012. Je venais d'être papa, et puis forcément, on fait attention à ce qu'on met dans la bouche de son enfant. À ce moment-là, on entend beaucoup parler de pesticides, on entend parler de produits phytosanitaires, d'engrais chimiques. On entend beaucoup de choses, et en plus, là, on entend parler maintenant de cet effet du changement climatique. Donc, j'ai décidé de créer Axioma et de développer des produits qui allaient permettre à l'agriculteur d'avoir une sorte de garantie sur sa capacité à produire. Donc, on partait d'un postulat qui était qu'une graine à la base a un potentiel de 100, et puis en fonction des stress à la fois climatiques et à la fois biotiques qu'elle va percevoir, elle va perdre en potentiel, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de compenser en fait cela. Donc le stress hydrique, clairement, ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup. Jean a parlé tout à l'heure dans un très joli texte des prairies. Moi, je suis assez surpris quand j'entends certains éleveurs qui utilisent nos produits être satisfaits parce que les prairies ne grillent pas. C'est des choses vraiment qui sont très intéressantes, et désormais, on arrive à comprendre pourquoi. Axioma, c'est une entreprise qui travaille dans l'innovation et qui a été récemment lauréat de deux jolis prix. Tout d'abord, le prix Innov, c'est le concours innovation qui est lancé par l'ADEME. Donc, c'est un projet qu'on mène sur 3 ans sur la vigne, avec une dizaine de viticulteurs de Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, également plus récemment, le plan de relance des secteurs stratégiques, puisque évidemment l'agriculture fait partie des secteurs stratégiques pour la France. Donc nous travaillons sur une nouvelle usine qui va nous permettre de devenir également autonome sur un certain nombre de sujets, justement pour éviter de se retrouver à avoir des usines de production qui soient en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que je suis aussi un entrepreneur engagé. Je suis membre du bureau du pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation, qui rassemble quasiment 500 adhérents sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est vraiment de la fourche à la fourchette. On accueille vraiment beaucoup de monde sur ce sujet, que ce soit des fabricants comme nous, des coopératives ou d'autres acteurs du conseil dans le milieu agricole. Et là-dessus, encore une fois, le pôle labellise un certain nombre de projets
des projets, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, c'était le sujet, par exemple, de l'expérimentation de l'utilisation des eaux usées voilà, en aspersion sur maïs, des choses comme ça. C'est un projet qui s'appelle Smart Fertireuse, labellisé Agri-Sud-Ouest Innovation, qui est vraiment quelque chose de très intéressant qui fonctionne déjà en Espagne. Ou alors le sujet Préciel, qui utilise les images de Sentinel-1 pour du satellite Sentinel-1 et d'autres facteurs pour justement optimiser tous les besoins en ressources en eau notamment. Donc il y a des choses qui se passent dans l'innovation et c'est extrêmement complémentaire aux choses qui sont vraiment réalisées beaucoup plus de façon terre à terre. Le Axioma donc, a développé des produits en l'espace de 4 années. Et ensuite, comme vous le savez, des produits agricoles, il faut les faire homologuer. Et donc, l'agent avait été témoin d'un certain nombre de problématiques sur la réglementation qui est liée aux intrants agricoles, même s'ils sont en certification bio, même si on travaille sur la nutrition et pas sur la protection des plantes. Nous, on est parti du principe qu'une plante, elle avait besoin de se structurer pour être la plus résistante possible aux différents stress qu'elle subit. Et donc, ça, c'est un travail un petit peu empirique au départ, mais au final, qu'on a réussi à rendre plus technique et plus scientifique, notamment avec l'embauche d'un certain nombre de nos salariés qui sont tous ingénieurs agronomes ou docteurs en biologie cellulaire et moléculaire. Mais tout ça, c'est pareil, ça ne se fait pas tout seul. Et pour une entreprise qui a envie de faire de l'innovation, aujourd'hui, il faut du financement. Ce financement, on a été obligé de passer par 2 levées de fonds. En faisant appel, on a dit tout à l'heure que j'étais plutôt sur un aspect engagé et citoyen. Au lieu de faire appel à des fonds d'investissement traditionnels, j'ai décidé de faire appel à des financements participatifs. En gros, rediriger l'épargne des citoyens vers des sujets qui les intéressent et qui leur apportent aussi beaucoup de sens. Et l'agriculture intéresse de plus en plus de monde. Le citoyen, en fait, ne voit pas juste l'agriculture comme une image d'Épinal. Il comprend aussi, on a tendance trop souvent à dire que le citoyen ne comprend pas ce qu'il a dans l'assiette. Il y a eu, c'est vrai, un fossé très important entre l'agriculteur et le consommateur, mais on se rend compte qu'avec toute la transparence et la traçabilité qui est mise depuis des années dans le monde agricole, on arrive à éduquer de plus en plus aussi le consommateur, qui du coup est capable de faire des choix plus judicieux quand il a besoin de sélectionner le produit qu'il souhaite dans un supermarché, par exemple. Donc, on a travaillé sur ces produits-là. On est allé chercher des autorisations de mise en marché, puisque les intrants sont des produits réglementés. Il faut qu'on démontre à la fois l'efficacité et l'innocuité des produits que les agriculteurs vont utiliser. Nous, on ne vend jamais directement aux agriculteurs. On choisit plutôt de passer par des acteurs locaux, comme des coopératives, des négoces ou des distributeurs. Et donc, on a aujourd'hui 5 produits qui bénéficient d'autorisation de mise en marché. Le maraîchage, évidemment, parce que la question de l'eau était essentielle dans le maraîchage. Les prairies également, puisqu'on avait récemment des constats, et très fréquemment d'ailleurs ce type de constat sur je ne vais pas avoir suffisamment de fourrage cette année. Donc, comment on fait justement pour recréer de la densité sur ces fourrages et améliorer leur racinement, d'où la capacité à stocker plus d'eau. C'est le même cas en fait pour les maïs, parce qu'on oublie aussi de dire qu'une plante, on a parlé d'évapotranspiration tout à l'heure, mais une plante, en fait, si elle souffre trop du manque d'eau, on va perdre énormément en quantité et en qualité de rendement. Et donc, on a besoin à ce moment-là d'irrigation. Mais l'irrigation, elle a aussi ses limites parce qu'on a entre 30 et 60% de cette eau qui s'évapore entre les différents territoires et cultures. Et donc, ça ne profite pas directement aux cultures. Donc, il y a encore là des choses à améliorer. Et ensuite, une partie également sur la vigne, objet du projet Fortivine qui est mené avec l'ADEME, l'INRAE et d'autres partenaires comme Akinao ou Weatherforce. L'idée, en fait, c'est de comprendre l'impact qu'il y a sur la vigne par le stress climatique et justement les réponses qu'on peut apporter avec des biostimulants qui ont toujours pour intérêt déjà de travailler sur la racine, mais également de favoriser les échanges sol-plante. On en parlait tout à l'heure sur la matière organique notamment. C'est très important qu'il y ait également ces échanges au niveau de la plante parce qu'on va structurer la plante et une plante qui est mieux structurée sera également plus résistante par rapport évidemment à des stress abiotiques qui sont les stress climatiques,
mais également par rapport à des stress biotiques. Et c'est là également où la réglementation, quelque part, est assez pointilleuse, puisque à partir du moment où on va revendiquer un renforcement de la plante, on ne pourra jamais parler de la protection par rapport à des stress biotiques, ce qui est parfois un petit peu dommage parce qu'on se rend compte qu'il y a une efficacité quelque part qui est indirecte, et ça c'est toujours difficile à démontrer. Mais on se rend compte que les utilisateurs revendiquent l'utilisation de ces produits-là et utilisent même ces solutions-là avec des réductions de certains produits phytosanitaires comme les fongicides. Ensuite, les solutions, bien sûr, que l'on peut apporter à ça, on a parlé des variétés tout à l'heure, il y a la couverture de certains sols également, les systèmes de gestion, les OAD, etc., qui sont des choses qui sont absolument incroyables. On a des gens qui travaillent avec des tensiomètres, notamment, je pense à une entreprise de la ferme digitale qui s'appelle Winat, qui, sur 200 hectares de pommes de terre, arrive à économiser 500 000 mètres cubes d'eau. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement significatives. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi ça l'agriculture, c'est l'agriculture verticale, avec des gens comme Futur Agaya qui va travailler sur de la culture de salade et de basilic. Et là, on arrive à réduire de 10 fois les consommations d'eau par rapport à des cultures plein champ. C'est des sujets sociétaux qui sont en train de se mettre en place. Il ne faut pas les ignorer, l'agriculture urbaine, etc. Puisque dans tous les cas, on sait que ces stress hydriques vont être de plus en plus forts. C'est vrai qu'on a besoin d'apporter des réponses, mais aujourd'hui, dans le monde, on a un pays sur 4 qui est concerné par cette problématique de stress hydrique et donc, au niveau agricole, des problématiques de quantité et de qualité de culture. Donc, au niveau d'Axioma, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de travailler sur des solutions qui permettent plus de racines pour stocker plus d'eau. Donc, on a un contact avec la terre qui est supérieur, donc on arrive à avoir des prélèvements d'eau et de nutriments supérieurs, et tout ça pour des apports exogènes moins importants. Voilà un petit peu, et je rebondis juste aussi sur la partie prise de risque que abordait Luc Servant tout à l'heure. C'est clair, c'est essentiel. Les seules réponses qu'on est capable d'apporter aujourd'hui, c'est des systèmes soit avec des assurances, soit avec certains fonds dédiés, des fonds de soutien, des choses comme ça. Je pense que là, il y a aussi de l'innovation à faire parce que le sujet de l'eau, bien sûr, est important. Le sujet, par exemple, des produits phytosanitaires, comment on fait pour réduire aussi ces besoins en produits phytosanitaires, l'est tout autant. Et finalement, la problématique, c'est comment l'agriculteur va se dire « je vais réduire soit mon eau, soit mon traitement phytosanitaire, parce que si je le fais, je vais prendre un risque sur le rendement potentiel de ma culture. » Donc, il y a tout ce raisonnement-là. Il faut libérer aussi l'agriculteur, lui dire qu'il peut se permettre de lancer ce genre de choses parce qu'il a un filet de sécurité derrière. Et là, tout est encore à créer. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. Très intéressant. Et puis, bravo pour l'homogénéité. Vous annoncez la couleur avec à la fois votre pull et puis le logo et les plantes autour de vous. Tout ça est très clair, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai une première question de Sophie Guinan. Qui dit bonjour, merci pour ce webinaire sur l'agriculture. Merci Sophie. Je me demande si l'agroforesterie peut être une des solutions pour limiter la perte de l'eau au champ, pour limiter l'évapotranspiration, structure le sol et limiter les lessivages. Alors, je ne sais pas si peut-être qui peut répondre à cela. C'est une question assez pointue. Enfin, moi, je ne saurais pas y répondre personnellement. Anthony, peut-être un élément de réponse là-dessus? Je crois que Sophie est chercheuse, je crois. Alors, l'agroforesterie, c'est vrai que ce sujet a été énormément porté parce que le sujet, c'est de créer des symbioses entre les cultures et les arbres pour favoriser certains échanges à la fois de nutriments et de gestion de l'eau. Je sais qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui apportent un certain nombre de succès dans cette pratique. On parle de sujets qui, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut transformer le paysage agricole. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est en train de prendre. Certes, beaucoup d'agriculteurs commencent à planter des arbres. La question, c'est quand même, en France, on a une agriculture qui est assez, on va dire, assez homogène, avec des grandes parcelles, des grandes cultures, avec de la mécanisation qui va avec. Donc là,
je ne sais pas si c'est un modèle qui pourrait se substituer en fait avec l'agroforesterie. Pour moi, il y a clairement un sujet, mais ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est Luc tout à l'heure qui disait que les choses prennent beaucoup de temps. On travaille avec du vivant. On travaille aussi avec une économie et c'est vrai qu'en France, on est très content d'avoir l'agriculture la plus durable au monde déjà depuis 3 ans d'affilée. On a des évolutions à apporter. Est-ce que l'agroforesterie en fait partie? Certainement. Dans quelle proportion? Ça, c'est encore à définir. Merci Anthony. Alors alors peut-être oui François, vous vouliez intervenir? Juste en complément, vous dire qu'on a rencontré effectivement des géants qui étaient en agroforesterie au cours de notre mission. On n'a pas trouvé par contre d'études bien documentées qui permettent de donner des chiffres précis. Par contre, ce que les pratiquants nous disent, effectivement, c'est exactement ce que dit la personne, là, à savoir que effectivement l'agroforesterie joue pour l'hydrologie locale, ça facilite l'infiltration, ça permet aussi de toucher la structure profonde du sol et ça permet un enracinement des plantes qu'on va mettre autour des arbres d'aller beaucoup plus profond. Et puis, ça permet aussi, semble-t-il, de stocker du carbone également dans les couches profondes du sol. Donc, ça participe aussi à la séquestration du carbone. Donc, on peut espérer que l'agroforesterie soit aussi une des voies qui était un petit peu en latence et qui, parce qu'on connaît ça depuis des années, mais ça peut être une très bonne piste pour l'adaptation au changement climatique. Merci François. Luc, vous voulez intervenir, Luc Servant? Oui, enfin, c'était juste en complément. Je crois que le bon côté de l'agroforesterie, c'est effectivement qu'on va ramener la matière organique dans les sols parce qu'il y a les feuilles, on va ramener de la biodiversité, on va peut-être rendre les cultures plus résilientes parce qu'on aura justement la présence d'autres cultures à côté ou une diversité des cultures avec les arbres. Par contre, sur l'intérêt hydrique ou hydrologique, je ne suis pas certain qu'on résolve finalement la problématique de la sécheresse. Alors un peu parce que la structure des sols sera meilleure et il y aura plus de matière organique, mais c'est des arbres qui vont aussi avoir besoin d'eau l'été. Sur des petites terres très séchantes et sableuses, avant qu'on arrive à faire pousser les arbres, ça va aussi prendre du temps. Donc je pense que ça a un intérêt global, c'est indéniable. Sur la question de l'eau précisément, je ne sais pas si c'est une réponse directe en fait. Merci Luc. Jean Launay voulait lever la main. Jean, je t'en prie. Oui, très rapidement. J'ai cité à la fin de mon propos tout à l'heure le Malawi, qui avait déjà mis en place des mesures touchant à l'agroforesterie. Voilà, c'est l'intégration délibérée de plantes, d'arbustes ou d'arbres ligneux pérennes sur les mêmes parcelles que la culture ou le bétail. Je ne veux pas dire que c'est transposable en France. Je pense qu'il y a des endroits où c'est judicieux. Ça rentre c'est une possibilité qui doit rentrer dans un panel de solutions différentes dès lors que le contexte s'y prête. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et à ne pas exclure. François, vous vouliez intervenir, je crois? Oui, juste le sujet de l'agroforesterie nous permet d'évoquer un sujet dont on n'a pas parlé, qui est lié au changement climatique. On parle beaucoup de stress hydrique, mais il faut pas oublier aussi le sujet de l'élévation des températures, et notamment des pics de chaleur. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que, y compris dans des endroits où on pratique des cultures qui n'ont pas de problème d'eau, voilà, il n'y a pas de problème d'eau, mais il peut y avoir un problème par rapport aux pics de chaleur. Et notamment, dans l'Hérault, on a rencontré des gens qui ont un problème avec certaines variétés, certains cépages de vignes qui ne tiennent pas les pics de chaleur. Et les feuilles grillent sur place alors qu'ils ne sont pas soumis à des problèmes d'eau. C'est vrai que finalement, l'eau et la chaleur, ça peut conduire à un déplacement de ce qu'on pourrait appeler les zones agroclimatiques. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Et donc, le déplacement des zones agroclimatiques, ça va être une réalité comme le déplacement des zones, des zones de répartition des espèces, des oiseaux, c'est en train de s'opérer en ce moment. Donc, en fait, c'est vrai que par analogie, nos zones de répartition de culture vont bouger. Et voilà, peut-être que demain, en Limousin, on va pouvoir faire de la vigne et le Limousin va devenir une région beaucoup plus riche qu'elle ne l'était par le passé. Merci François. Alors, beaucoup de questions, plusieurs en tout cas. Pauline Delpech, bonsoir. Pensez-vous que la prochaine PAC sera en mesure d'impulser et de soutenir les évolutions nécessaires du secteur agricole? Je suppose, au regard du défi que représente l'eau et les impacts du changement climatique, les orientations votées par le Parlement en octobre dernier ne semblent pas très ambitieuses en la matière. Question de Pauline Delpech. Alors, peut-être Luc Servant,
vous qui êtes impliqué au plan national. Que répondez-vous à Pauline? Oui, effectivement, on est en train de discuter sur la nouvelle PAC. Alors, il faut bien prendre en compte les objectifs de la PAC. Alors, à la fois, il y a un soutien économique à l'agriculture, mais en même temps, c'est une politique agricole qui doit être là pour faire évoluer l'agriculture et pour qu'elle s'adapte justement aux transitions nécessaires et indispensables. Sur les changements qui sont nécessaires, hein, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on souhaite aujourd'hui que soient mis en place des mesures justement pour accompagner la transition de l'agriculture. Il y a la transition à la fois des cultures, des modes de production, des différentes productions, de la diversité. Il y a aussi la transition qui est demandée pour s'adapter à la demande du consommateur, hein, avec de la production plus locale. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont demandées, mais qu'on mette en place des mesures pour accompagner l'agriculteur et accompagner la prise de risque, comme l'a redit Anthony, c'est quand même aujourd'hui un des freins, je crois, pour le monde agricole, qui est bien prêt à évoluer. Il y a des techniques qui existent, mais il y a quand même une prise de risque. Et quand la situation économique est compliquée, ben on est encore moins prêt à prendre ce risque, quoi. Donc, il faut qu'on ait une PAC, je crois, qui encourage la transition, qui accompagne la transition. Alors, c'est vrai que les PAC passées, les politiques agricoles passées étaient plutôt là pour aider sur un plan économique, mais pas toujours en cherchant à encourager justement à faire évoluer l'agriculture. Là, il faut qu'on ait cet accompagnement sur la prise de risque. Je crois que c'est indispensable. Et puis, la recherche et l'innovation doit être aussi un élément fort, hein. Je crois que ça a été montré. Vu les demandes faites à l'agriculture de produire peut-être plus encore, parce qu'il y a de plus en plus de bouches à nourrir sur la terre, de moins en moins de foncier, des zones aujourd'hui dans lesquelles l'agriculture va être compliquée. Donc, produire plus avec la préoccupation de la protection des ressources naturelles et avec la prise en compte du changement climatique, il faut qu'on fasse appel à des nouvelles techniques, de l'innovation. Donc, cette PAC-là doit être une PAC de transition, on va dire, vraiment pour accompagner l'agriculture. Je crois que la question du financement du monde agricole, des acteurs, de vos partenaires habituels du monde agricole, que ce soit les gens qu'on connaît bien, Crédit Agricole, Boupara, Mutualia, enfin, tous ces gens-là, ont peut-être de nouveaux rôles à jouer dans l'aléa que constitue la prise de risque au travers des changements de modèles économiques. Ça, où la mutualité agricole que j'avais interrogé auprès des présidents de l'Auvergne à ce sujet. Jean, je ne sais pas si tu as levé la main. Oui. Oui, je t'en prie. Oui, juste un point sur cette question de la prochaine PAC. Je ne suis pas spécialiste de ces négociations, mais il y a un vocable nouveau qui intervient, et Luc le confirmera, c'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est dans le cadre des négociations de la PAC et de l'écriture de la feuille de route pour les années qui viennent. Il y a une députée de Charente ou Charente-Maritime que Luc Servan doit connaître, Madame Tufnel, qui a fait un rapport récent à l'Assemblée nationale et qui poussait avec son co-rapporteur à avoir un engagement de l'État plus fort sur ces paiements pour services environnementaux qui viendraient compléter les revenus des agriculteurs dès lors que les changements de culture, le service rendu globalement au sol et à l'eau serait intégré dans leur pratique. Merci Jean. Une question de Jean-Marc Weber, très intéressante également. Bonjour, oui, je l'ai vu, oui. Comment les collectivités territoriales, et entre parenthèses syndicats des eaux, peuvent aider à la prise de risque? Point d'interrogation. Oui, je veux bien donner un élément de réponse là-dessus. Au plan institutionnel, tu as présenté tout à l'heure, quand tu m'as présenté, Franck, tu as dit que je présidais toujours le Comité national de l'eau. Et dans le cadre du processus des assises de l'eau que j'ai mentionné aussi dans mon propos introductif, dans la deuxième phase sur le grand cycle de l'eau, Emmanuel Vargon, qui était la secrétaire d'État en charge à ce moment-là du sujet, m'avait demandé de travailler sur la question des financements des objectifs de développement durable et de la gouvernance. Donc, quand on regarde la carte de France, des SAGE, des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, qui sont la déclinaison des SDAGE, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, on voit que la carte de France est largement incomplète, spécialement dans la partie est de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de maîtres d'ouvrage locaux, on n'a pas de portage politique des sujets de l'eau. Et je pense que c'est quand il manque de syndicats, puisque monsieur a posé la question des
des syndicats d'eau, quand il manque de syndicats structurés qui portent à la fois les questions du petit cycle et du grand cycle de l'eau, qui portent la question de la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, on manque finalement de lieux pour partager dans les commissions locales de l'eau ces idées constructives ou novatrices qui viennent d'être évoquées dans notre débat et qui sont capables de faire bouger les territoires. Donc les territoires, ils peuvent bouger par l'exemple dans la pratique, mais je pense qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait une appropriation politique par les élus de ces sujets de l'eau et des enjeux qu'il y a derrière, le réchauffement climatique, le stress hydrique, les changements de pratiques agricoles, etc. Et que ça sera plus facile d'aboutir sur ces changements souhaitables dans les pratiques, sur ces évolutions, faire vivre les recommandations issues du rapport conjoint qui nous a été présenté par François Miteau, si on a aussi sur les territoires des élus volontaristes qui soient à l'écoute de leur territoire et qui prennent en compte véritablement ce sujet-là. Ce qui permet de faire la transition avec quelqu'un voulait intervenir, Luc, vous vouliez intervenir, et François également. Après, je parlerai de la question de Marlène Chopin, qui est d'ailleurs un acteur des territoires engagés, puisqu'elle parle de Vichy Communauté, que je salue. Oui, Luc, vous voulez intervenir. Oui, effectivement, c'était par rapport à la question de l'engagement des élus ou des territoires. Moi, ce que j'ai vu, enfin, le bilan que j'en tire après quelques années, peut-être pour avoir suivi ce dossier, c'est que la question de l'eau aujourd'hui, elle ne concerne pas uniquement que l'agriculture ou que l'eau potable. Je crois que c'est vraiment un enjeu de territoire, un enjeu beaucoup plus large. Et ce qu'on a vu quand même depuis quelques années, c'est qu'on a laissé l'agriculture peut-être seule, en l'accusant entre guillemets ou en la rendant comme responsable des situations de manque d'eau, en disant c'est l'agriculture avec l'irrigation qui en est responsable, à elle de réduire ses prélèvements et de trouver des solutions. Et une fois qu'on aura réduit les prélèvements agricoles, les choses iront mieux. Or, on s'aperçoit qu'avec le changement climatique aujourd'hui et des besoins croissants peut-être d'eau de manière globale, ce n'est pas suffisant. On est en train de mettre à mal parfois une agriculture sans pouvoir finalement arriver à répondre à l'ensemble des objectifs. Et donc, s'il y a une implication, comme le disait Jean, une implication forte des collectivités pour considérer l'ensemble des besoins en eau et de dire que finalement, même pour l'agriculture, c'est aussi un enjeu de territoire et ce n'est pas uniquement un enjeu d'un certain secteur économique, avec une implication forte pour répondre à l'ensemble des besoins et aussi pour l'eau potable, puisqu'on voit des territoires qui ont de plus en plus de difficultés finalement à assumer les besoins en eau potable, et aussi pour le tourisme et pour l'activité économique et pour finalement tout le monde. Si on a un engagement des collectivités, il n'y a que là, je pense qu'on peut trouver un équilibre. Et sur un petit retour sur la question précédente sur le sujet qu'avait abordé Jean pour la prestation, les PSE, pour la prestation pour service environnemental, c'est considérer que l'agriculture sur un territoire, c'est peut-être de l'économie ou de la production de biens alimentaires, mais c'est aussi d'autres services qu'on appelle services environnementaux. Et donc, on peut y mettre dedans le stockage du carbone, on peut y mettre l'entretien du territoire, on peut y remettre la replantation de haies, des arbres, donc la biodiversité, et que ça, on considère aujourd'hui que l'agriculture doit être reconnue et rémunérée pour ça. C'est une autre mission que la production de biens alimentaires. D'où cette notion de prestation pour services environnementaux. Voilà, on conclut. C'est Luc. François, une réaction avant de passer à la question suivante. Oui, je reviens sur ces questions de. Je vais faire dans notre rapport, en fait, on propose de mettre en place des soutiens pour aider à la transition de système. Ce qu'on évoque, effectivement, la transformation prend du temps, notamment lorsqu'on passe d'une agriculture conventionnelle à une agriculture de conservation du sol. Ceux qui pratiquent disent qu'il faut au moins 5 ans avant de stabiliser et commencer à voir les résultats. Et je pense que dans la réalité, on va au-delà de 5 ans. Mais en fait, on a déjà la pratique de contrats d'accompagnement de ces transitions. Je pense à l'agriculture biologique, et on pourrait tout à fait mettre en place des contrats de même type pour accompagner la prise de risque pour aller vers un système de production climatique au niveau des exploitations qui s'appuie notamment sur tout ce qu'on a dit au niveau du sol, l'allongement des rotations, etc. Ça, c'est vrai que ça prend du temps. Et je pense que la PAC a un sujet d'accompagnement de tous ces gens qui vont aller vers des systèmes beaucoup plus adaptés au changement climatique. Après, les paiements pour services environnementaux, l'idée, c'est qu'on puisse rétribuer
les agriculteurs qui, avec leurs pratiques, vont amener une meilleure qualité d'eau, retenir l'eau, etc. Et voilà, l'exemple, nous, on propose effectivement qu'on puisse rétribuer la séquestration du carbone. Ça va permettre à notre pays de répondre à ses engagements climatiques, l'accord de Paris. Ça va permettre, en plus enfin, je veux dire, ce sera une action de service qui intéresse toute la société, que les sols puissent stocker davantage de carbone. Donc ça, alors les Suisses, en fait, pratiquent déjà la rétribution au niveau du stockage de carbone. Et aujourd'hui, on a les outils qui ne sont pas forcément très onéreux de mesurer effectivement, parcelle par parcelle, régulièrement, quelle est la concentration de carbone et quel a été le stockage de carbone. C'est tout à fait envisageable de prévoir de la politique publique pour encourager ça. Voilà. Alors, après, au niveau des collectivités, il y a une question qui dit, mais est-ce que les collectivités ne pourraient pas participer au soutien de la prise de risque en citant les syndicats d'eau? Je pense que les syndicats d'eau pourraient s'intéresser à la façon dont on pourrait retenir l'eau sur les terres agricoles et même voire en dehors des terres agricoles, parce qu'on a un vrai enjeu de stockage de l'eau sur les couches de stockage de l'eau dans les sols. Et toute l'infrastructure écologique qu'on a cherché à restaurer aujourd'hui pour des motifs de biodiversité, je ne sais pas si vous avez entendu parler des histoires de trames vertes et trames bleues, eh bien les trames vertes qui visent à reconstituer des linéaires de haies, voilà, tout ça, ça peut aussi participer à l'adaptation des territoires au changement climatique. Et on peut réfléchir à la façon dont on peut restaurer des infrastructures écologiques qui peuvent être entretenues par les agriculteurs, parce que c'est un investissement. Et là, on pourrait imaginer que des syndicats d'eau qui ont intérêt à restaurer, à optimiser le remplissage de leurs nappes. Alors tout ça, il faut regarder en fonction de l'hydrologie locale, mais il y a sans doute des choses qu'on peut faire qui peut donner lieu à du paiement pour service environnemental, parce que c'est de l'intérêt collectif et les agriculteurs peuvent, ce serait une prestation qui va faciliter par exemple le remplissage des nappes. Merci François. Alors on a un commentaire de Thibaut Forestier, hein. Vous avez totalement raison, les usages ne doivent pas être opposés mais coordonnés car l'enjeu est territorial. Ça me permet d'introduire d'ailleurs la question de Marlène Chopin de Vichy Communauté que nous accompagnons dans la réflexion sur une vision vraiment 360 degrés des sujets, sans les opposer mais en les mettant ensemble. On a notamment fait intervenir Emmanuel Ferrand il y a peu de temps dans un des webinaires, maire de 5% sur Sioule, qui est ici exploitant agricole, et qui nous parlait des pollutions diffuses venant de la ville, compte tenu des médicaments, etc., et qui a dû adapter son assainissement. Donc en fait, il n'y a pas les rats des villes, les rats des champs, et l'eau des villes et l'eau des champs, mais les sujets sont tellement interconnectés qu'il faut les considérer avec, je vais dire, raison et partage de points de vue. Voilà. Alors Marlène Chopin nous pose la question, hein, qui s'occupe, je crois, d'assainissement d'ailleurs à Vichy Communauté. J'ai effectivement entendu que le non-travail du sol mettrait des années à aboutir à un sol efficient, autonome. Cela veut-il dire que ce n'est pas envisageable? Je crois, François, vous avez donné une partie de la réponse. Hein, quand vous disiez qu'il faut savoir attendre là-dessus. Mais en tout cas, c'est certainement envisagé avec peut-être des modèles économiques à accompagner, en reprenant ce que disait Luc Servant tout à l'heure. Franck, juste un petit sujet. Il faut aussi connecter le consommateur avec les évolutions de pratiques. Il faut reconnecter le consommateur avec l'agriculture et ses agriculteurs. Les agriculteurs, que ce soit pour des bénéfices environnementaux ou pour produire des produits alimentaires, c'est une mission qui est de plus en plus difficile. Souvent, il y a une part d'isolement aussi un petit peu des agriculteurs où une société en fait demande de laver plus blanc que blanc et à côté de ça, fait de la surconsommation, gaspille un tiers de sa production alimentaire avant même de l'avoir déballée. Donc, il y a aussi ce sujet-là. Et on se rend compte que des plateformes, par exemple, de financement comme Mimosa, participent également à ça. On a des citoyens qui apportent des fonds, qui investissent, certains qui prêtent, et qui permettent justement à cette agriculture d'être en phase avec sa demande sociétale. Cette demande sociétale est parfois utopique, mais dans tous les cas, il faut l'entendre et les agriculteurs après pourront faire évoluer les choses. Il y a suffisamment de gens autour pour les accompagner aussi là-dedans. Mais il faut leur dire, il faut être capable de leur dire qu'on les aime et qu'on les soutient.
Merci Anthony, c'est très intéressant. Luc, je vous donne la parole et ensuite on passera, alors il nous reste 6 minutes, on passera, alors c'était très dense, hein, très intéressant, on passera peut-être à un petit tour de table, des tours de table avec une vision un peu prospective et je demanderai à chacun des panélistes de réfléchir à un ou deux sujets qui leur sembleraient très intéressants et typiquement sur des choses que nous pourrions faire l'objet de débats. Je pense au reuse, retenue collinaire, enfin les bassines, etc. par exemple, la question de la préservation des sols, la valorisation des sols, mais voilà, cette vision, quels seraient les un ou deux sujets qui seraient pour vous primordiaux à traiter dans les mois et les années qui viennent. Voilà. Alors, Luc, je vous laisse la parole sur peut-être la question de Marine Chopin. Oui, c'était par rapport à cette question. Alors, ça prend effectivement un certain temps, mais par contre, il y a d'autres enjeux qui peuvent apparaître ou d'autres difficultés qui peuvent apparaître dans le zéro travail du sol. C'est que quand même, très souvent, on peut avoir un développement de certaines herbes ou de certaines vivaces, hein, et des herbes que l'on détruit aujourd'hui par le travail du sol, et que quand on est vraiment en zéro travail du sol, aujourd'hui, ça nécessite aussi de faire appel parfois à des produits phytosanitaires ou à des déverbants. Ça ressoulève la question du glyphosate, entre autres, hein. Mais c'est pour dire que effectivement les choses sont parfois compliquées quand on veut répondre à l'ensemble des enjeux et que le glyphosate aujourd'hui, il est par dérogation encore autorisé dans les systèmes justement où il y a zéro travail du sol parce qu'à un moment donné, on a un développement de certaines herbes qu'on ne peut pas détruire et que l'agriculture biologique, elle peut fonctionner parce qu'il y a le travail du sol justement qui permet de détruire les mauvaises herbes. Alors il y a certains territoires où ils y arrivent. Moi, j'ai vu en exemple un Autrichien qui était en agriculture biologique et en zéro travail du sol. Mais en Autriche, quand on a des gels à moins 10, tous les hivers à moins 10 degrés ou de la neige, ça peut permettre quand même effectivement peut-être de tuer un grand nombre de mauvaises herbes. Quand on est sous des systèmes à climat océanique avec des températures douces où il pleut souvent, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est dire qu'on y arrivera sûrement, hein, on trouvera les bonnes espèces adaptées, les bons outils, mais on n'a pas encore aujourd'hui tous les outils qui existent pour répondre à l'ensemble des défis. Merci Luc. François, très rapidement, ensuite pour vous redonner la parole, je demanderai à Anthony de répondre à ma question un peu prospective de tout à l'heure en premier. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Luc Servon. C'est vrai que dans notre groupe de la mission, c'était un gros sujet. Parce qu'effectivement, comme le dit Luc Servon, aujourd'hui, l'agriculture de conservation des sols, dans la grande généralité, fait appel à du glyphosate pour pouvoir, de temps en temps, même si c'est des doses réduites, contrôler le développement de certaines adventices. En fait, c'est vrai que, bon, pour moi qui étais impliqué dans toutes les questions de réduction de pesticides, c'est vrai que c'était un vrai sujet. Après, ce qui a fait la différence, c'est qu'on se projette à 2050. Et 2050, on pense effectivement qu'on va progresser dans l'usage de ces produits par rapport à l'agriculture de conservation des sols. Et en termes d'avantages, ça nous semble beaucoup plus important de miser sur la restructuration, enfin, de restaurer la matrice du sol, en fait, restaurer cet écosystème qui, en plus, j'allais dire, est la base de toute la vie terrestre, hein, parce que, en fait, tout le monde du vivant dépend du sol. Et c'est un investissement, à mon avis, extrêmement intéressant de miser complètement sur le sol, même si aujourd'hui, effectivement, on a besoin de pesticides. On pense que, comme le dit Luc Servon, peut-être que le pari qu'on fait, c'est qu'en mettant un peu de recherche dessus, d'ici quelques années, on devrait être en mesure de faire converger l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation des sols. Merci François. Alors, Anthony, si vous aviez 2-3 idées qui vous semblent essentielles, primordiales à traiter au regard de défis posés sur la question de l'eau. Très brièvement à tous, parce qu'il nous reste 4 minutes. Et je tiens vraiment un soir à 19h30 à ce que nous respections l'horaire. Donc, bien sûr, il va y avoir le côté sol qui est un enjeu absolument incroyable. Il faut pousser dans ce sens. Mais si on va un tout petit peu plus loin, je pense qu'il faut aller justement vers ce soutien qui permet de libérer en fait les agriculteurs et leur enlever en fait ce poids du risque. Donc peut-être par de l'aide sur l'acquisition de certains outils d'aide à la décision, de l'optimisation de certains matériels d'irrigation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ce point-là qui lient le sol et les innovations et justement donner ces moyens à l'agriculteur pour qu'il puisse participer au changement de façon très active en limitant le risque. Merci Anthony. Luc, ensuite je donne la parole à François et le mot de la fin à Jean Launay. Luc. Oui, alors très vite, moi je crois qu'il faudrait qu'on
qu'on arrive vraiment à avancer sur la reconnaissance de l'agriculture pour ses multifonctions. On l'a dit, hein, c'est de la production alimentaire, certes, mais aujourd'hui, c'est de la biodiversité, c'est du stockage du carbone, c'est du paysage, c'est du territoire. Et donc, je crois qu'on arrive vraiment à faire cette reconnaissance et aussi admettre et reconnaître que l'eau est quand même un des premiers facteurs, sinon le premier facteur limitant par rapport à tous ces enjeux, et qu'on arrive à gérer l'eau, là aussi, pour le multi-usage, je l'ai dit. Hein. Il ne faut pas qu'on gère l'eau d'un côté agricole et de l'eau pour les milieux naturels. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver les outils. Et entre autres, quand vous parlez du stockage et des bassines, je pense qu'on ne manque pas d'eau en France globalement, mais on a un problème d'adéquation entre la ressource disponible et les besoins. Voilà, merci. Très clair. Alors François, vous avez dit tellement de messages forts, c'est difficile, c'est cruel pour vous de vous en donner 2 ou 3, mais si vous avez 2 ou 3 idées à retenir, François. Non, peut-être juste une réflexion générale au vu de tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que, à mon avis, le défi qu'on a dans les prochaines années, c'est de ne pas opposer les solutions par la nature dont parlait Jean Launay en introduction et le progrès technologique. Je pense qu'au cours des années passées, on a mis, soit on misait sur la nature, soit on misait sur le progrès technique. Or, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de rapprocher les deux. Et le progrès technique peut se faire au service des solutions par la nature pour booster tout ça, parce que voilà, il faut plus les opposer, mais au contraire les rendre synergiques. Merci beaucoup. Alors, Jean, ton mot de la fin, Jean Launay, président du Comité national de l'eau. Merci. On est parti du réchauffement climatique et je crois que pour répondre à cette pression sur la ressource en eau liée au réchauffement climatique, et si on intègre le fait que arroser avec de l'eau potable traitée, ce qui a un coût, mérite d'être questionné, je crois qu'il faut se diriger vers deux préconisations qui sont pas exclusives l'une de l'autre, mais complémentaires. Comment utiliser l'eau naturelle non traitée, et c'est le sujet de la gestion des eaux pluviales qui devra être traitée dans la ville pour qu'elle vive mieux, pour résoudre la question des îlots de chaleur, mais qui peut être aussi traitée sur l'ensemble du territoire, y compris les zones agricoles. Ça rejoint la question des retenues d'eau. Et deuxièmement, comment utiliser les eaux usées traitées? C'est la question de la reuse, qui aujourd'hui est largement sous-employée en France par rapport à d'autres pays européens ou du monde. François Miteau a évoqué Israël dans son propos. Les assises de l'eau ont pointé ce sujet et souhaité un développement. Il y a des discussions à ouvrir avec d'autres ministères, celui de la santé en particulier, pour que, tout en respectant le principe de précaution, on réussisse à déboucher beaucoup plus sur une utilisation beaucoup plus forte de cette ressource aujourd'hui sous-employée. Merci beaucoup. Alors, je remercie donc François Miteau, il y a peu de temps inspecteur général du CGEDD, qui est ancien directeur de l'eau et de la biodiversité, Luc Servant, vice-président des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, et Anthony Buja, dynamique chef d'entreprise de Axioma France. Évidemment, merci à Jean Launay. Vous retrouverez, après un petit montage et validation par les participants, sous la forme de vidéo, en replay, cet webinaire. Et encore une fois, merci Diagonale, toute l'équipe Diagonale vous remercie beaucoup pour la qualité des échanges et l'écoute. Je crois que sur ce sujet, plus que sur d'autres, l'écoute et la sérénité sont vraiment indispensables. Merci beaucoup, bonne soirée, faites attention, à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci.